vais te parler de moi, mais pas de mes problèmes. Je vais te causer de cette face que tu ne connais pas trop. Dans ma tête je suis patron, et dans la vraie vie ouvrier. Laisse-moi te causer de cette facette qui me dit vous êtes filmé, souriez. Peu importe comment tu m'aperçois, oh, je suis personne, même si à tes yeux j'impressionne. Bienvenue dans People Interview. Merci. Et en fait, People Interview, c'est un petit entretien. Et l'objet, en fait, de cet entretien, c'est de parler de toi à travers 3 axes, c'est-à-dire parler de toi un peu dans le passé, parler de toi un peu dans le présent, et parler de toi dans le futur, et surtout conclure par ton message. Okay. Donc, ce qu'on doit retenir de la démarche que tu fais, de ton expérience, de ce que tu veux réaliser, quel est le message à retenir. Donc, on va dire un peu ta philosophie de vie. Tu vois, un peu, voilà, c'est un peu ça. Et alors, pour commencer, je demande toujours à mon invité de se présenter de la manière la plus naturelle possible. Ok. Naturelle. Yes. Alors, je m'appelle Yasmine. Yasmina en vrai. De la manière la plus naturelle. J'ai 44 ans. Je suis une femme noire, passionnée de design. Okay. Je voulais commencer par moi, en fait, parce que c'est vrai que souvent on se présente comme tout ce qu'on est pour les autres, et on met un peu de côté qui on est, tu vois. Et c'est ça que je voulais d'abord mettre en avant, cette femme noire passionnée de design qui ensuite se trouve être mariée, maman, etc. Maman de combien d'enfants? Maman de 2 garçons. 2 garçons, ok. De 13 ans et demi et 11 ans. Ok, d'accord. Alors, la seconde question, c'est Yasmina, on va dire Yasmine, la jeune fille. Donc, essaie de repartir vraiment replonger dans ton enfance. Quel genre de petite fille étais-tu? J'étais pas une petite fille féminine. J'étais un peu garçon manqué. J'aimais grimper aux arbres, par exemple. C'est vrai. Je préférais le karaté à la danse classique. Parce qu'on m'a inscrit à la danse classique et c'est quelque chose que j'ai détesté, une expérience vraiment que je me demandais, je fais là, moi, tu vois. J'étais une petite fille sportive, très sportive. Je faisais de la natation, je jouais au basket, au volley, de l'athlétisme. Oui, et j'étais une petite fille pas conventionnelle, on va dire. C'est-à-dire? En attendant bien sûr, j'ai joué aux poupées et ainsi de suite, mais je suis l'aînée de 3 filles. Et on attend de petites filles un certain comportement, des choses qu'elles doivent faire, ne doivent pas faire, peuvent faire, ne peuvent pas faire. Et moi, ma mère m'a souvent appelé le garçon qu'elle a jamais eu. Parce que autant j'ai joué au Barbie, autant j'étais celle qui démontait les appareils électroniques pour les réparer, sans aucune connaissance en fait. J'aurais été incapable de te dire de quel circuit il s'agit et ainsi de suite, mais je pouvais ouvrir un magnétoscope à l'époque et regarder et trouver pourquoi ça fonctionne pas, réparer, refermer et ça fonctionne. Donc il y a toujours été cette petite ambivalence où j'aimais avoir les mains dans le cambouis. Du coup, mon père m'a élevée dans l'idée que il n'allait pas m'aider à réparer les choses. Il m'achetait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Des piles, des choses. Mais quand un appareil tombait en panne, j'avais le réflexe de prendre mes outils, de l'ouvrir, de le démonter, de trouver la panne, de la réparer et de refermer. Et donc, tu te rappelles quand ça a commencé? Tu avais quel âge quand tu as commencé à chipoter comme ça? Je devais avoir 9 ans. C'est vrai? 9 ans. À 9-10 ans, il m'a offert une machine à écrire électronique.
D'accord. Donc, avec ce que tu vois aujourd'hui comme clavier et tout ça. Donc, c'était l'évolution de la machine manuelle en électronique parce que c'était un clavier comme un clavier de laptop aujourd'hui, un clavier normal. Mais je pouvais effacer en retournant en arrière, passer à la ligne, ainsi de suite. Et j'adorais écrire, donc j'utilisais. Et il est arrivé que j'ai des problèmes avec l'encre, avec les bobines, avec les trucs. Et mon réflexe était, j'avais 9-10 ans, d'ouvrir pour comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pour m'aider aussi à l'avenir en disant « Ah, c'est peut-être parce que je fais ça de telle manière que ça se grippe et ainsi de suite. » Donc, ça m'aidait aussi à améliorer mon utilisation de l'appareil, le réparer, le refermer. Et alors, tout ce que j'avais à dire, c'est « Papa, il me faut de l'encre, il me faut des piles. » Parce qu'elle était aussi bien sûr secteur que portable. Donc, des fois, je pouvais être dehors avec, écrire. Mes dissertations pour l'école, je les écrivais sur cette machine quand je devais avoir quelque chose d'imprimé. Donc, c'était vraiment parmi les premiers. C'était pas encore un ordinateur, mais c'était les premières machines qui me sortaient un document. Un document tapé, manuscrit. Enfin, même pas manuscrit, tapé, vraiment, comme si ça avait été imprimé. Clairement. Donc là, je comprends bien, enfin, après, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ton papa qui t'initiait un peu. Il aimait aussi tout ce qui était machine et tout ça, ou bien? Pas spécialement, mais je pense que son idée, c'était que je devais pouvoir me débrouiller. Il avait observé en fait ta curiosité et il t'a poussé un peu peut-être à le développer. C'est possible. En rétrospective, c'est possible. Mais pour lui, c'était important que je puisse me débrouiller. En fait. Te débrouiller. Et surtout, tu avais une attirance sur les machines. Oui. Parce que n'importe laquelle. Et puis même des autres objets, des lunettes de soleil cassées. Ah, il faut une vis, il faut ça, je vais mettre, clac, ça fonctionne. Tu vois, donc c'est pas seulement les machines, mais tout ce qui fonctionnait pas, j'avais l'envie de réparer. J'avais pas le réflexe de jeter les choses, tu vois. C'est cassé, on jette et on change. Et mon père a contribué à ça aussi. Il avait les moyens, mais il disait souvent, je suis riche, pas vous. Tu vois, c'est mon argent, c'est pas le vôtre. Et même quand il y avait de l'abondance, il fallait que ta montre ou lequel de tes accessoires soit vraiment cassé, abîmé, usé pour qu'il te le remplace. Du coup, j'ai grandi dans cette idée de on répare les choses, tu vois. Et ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui. J'expliquerai pourquoi. Ok, très bien. Et alors, quel genre de fille t'étais à l'école? Alors ça, c'est drôle. J'étais une fille studieuse. Parce que je devais réussir, parce que j'aimais pas l'école. Moi, j'aimais pas l'école. Primaire, secondaire, j'aimais pas. Pourquoi? Ça m'emmerdait. Moi, mon rêve, c'était d'aller à l'université. Moi, le but, c'était, depuis très jeune, je disais, je vais faire du droit, je vais aller à l'UNIF. Mais le passage obligé, c'était l'école primaire, puis l'école secondaire. Du coup, j'étais très studieuse. J'ai réussi toutes mes années de primaire et de secondaire. Mais j'étais chahuteuse aussi. Donc, si on y avait le groupe des bruyants, j'étais dans le groupe des bruyants. Si on devait être puni, j'étais dans le groupe des punis. C'était même un challenge avec mes camarades de classe ça c'était en deuxième secondaire ou première secondaire, je ne sais plus. On a convoqué mes parents, j'avais un peu exagéré. Ils sont venus à 2. Et j'étais là, ah non, les 2 sont venus, tu vois. Et du coup, j'ai été mise à la porte pendant 3 jours et tout, machin, donc, parce que j'avais vraiment exagéré. Mais c'était drôle parce que mon père m'avait pas vraiment puni très fort parce qu'en même temps, mes points étaient bons, donc pour lui, c'était compliqué. Pour lui, c'était plus, elle s'exprime. Mais bon, tu es quand même dans un cadre, tu es à l'école, il y a des règles à respecter, donc je peux pas non plus t'encourager à faire n'importe quoi. Donc il y avait cette ambivalence. Mais j'étais studieuse et chahuteuse en même temps. Il avait un peu le recul, tu penses, il connaît un peu le système, donc il voit très bien que sa fille est brillante et qu'il faut pas trop non plus la déstabiliser parce que ça ne sert à rien. Je pense, oui. Et mon père était pas quelqu'un qui rentrait dans le cadre en tant que tel. Oui, il avait fait des études, lui, il avait un bon boulot et ainsi de suite, mais il rentrait pas dans le cadre, surtout pour un homme africain, tu vois. Par exemple, pour mon père, c'était je suis le chef de famille, ma femme est la maîtresse de maison. Entre nous deux, il y a personne. Donc tu as les influences familiales, externes, ces espèces de coutumes où c'est parce que c'est chez mon frère que je vais pouvoir et tout. Ça marchait pas avec lui. Et ça m'a donné cet exemple. Et même en grandissant, je me suis dit, j'aimerais que mon futur compagnon, mon mari, soit comme mon père. Et cet instinct protecteur c'est la famille qu'il a créée qui prend le pas sur la famille d'où il vient. Parce que c'est vrai que culturellement, chez nous, la famille d'où tu viens a énormément de poids et d'importance, mais je pense qu'elle ne devrait pas prendre le pas sur la famille que tu crées, en fait. Parce que tu es censé te détacher
de là où tu viens pour t'attacher à ce que tu construis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de lui. Et il m'a vraiment appris en tant que fille il disait « Even the sky is not the limit ». Qu'en tant que fille, être une fille, c'est pas un handicap, en fait. Voilà. Il dit, tu vis dans une époque des années 90, tu as le droit d'aller à l'école, contrairement à tes grands-mères, arrière-grand-mères, et tu peux devenir ce que tu veux. Et pour moi, ça a résonné. Ah ouais, je peux devenir ce que je veux, je peux vraiment accomplir ce que je veux. Ça m'a beaucoup formée dans ces années-là, en fait. Ok. Et alors, comment ça se passe, ton entrée dans l'université que tu cherchais tant à intégrer? Quand c'est arrivé, comment ça s'est passé? Au début, ça allait. Parce que moi, je suis née en Belgique, mais j'ai grandi au Congo. Donc, de mes 10 ans à mes 20 ans, 21 ans, j'ai vécu au Congo. Du coup, toutes mes primaires et toutes mes secondaires, je les ai faites là-bas. J'ai commencé l'université là-bas. Mon option, c'était droit public international. Pour moi, je devais être juriste dans une organisation internationale. Je devais travailler à l'UNICEF. J'avais tout mon plan, tu vois. Mais comme on dit, tu fais des plans, Dieu rigole. Du coup, en 2002, je reviens vivre en Belgique et je me réveille. C'est un cauchemar. Mon diplôme de secondaire n'est pas reconnu en Belgique. Du coup, pour pouvoir avoir l'équivalence, je dois retourner en 5e secondaire. Et moi, j'ai 21 ans, 22 quasi. Je suis en première licence, l'équivalent en Belgique de la première licence. Au Congo, c'était comment dirais-je, mon 3e graduat. Voilà. Donc, c'est ma 3e année de droit. D'université. Et on me dit... Allez en 5e secondaire. En 5e secondaire, parce qu'en Belgique, tu dois avoir fait la 5e et la 6e dans la même école pour pouvoir avoir ton CSS, etc. Donc, il fallait que tu retournes au niveau qu'on t'a attribué. Parce que quand ton diplôme de secondaire n'est pas reconnu, tu es considéré comme n'ayant que le secondaire inférieur en Belgique. C'est ça. Donc, pour avoir le secondaire supérieur, tu dois faire la 5e et la 6e. J'ai regardé derrière moi, j'ai dit donc les 5 ans, 5e, 6e, 1re, 2e, 3e, je les mets à la poubelle et je recommence. Donc, l'entrée à l'UNIF ne s'est pas passée comme je l'espérais. Et donc, sans cette équivalence, je n'avais pas le droit d'aller à l'UNIF, ni même en haute école. Du coup, réorientation. Me voici qui abandonne mes rêves de juriste et qui devient informaticienne. Donc, là, le Et saut, alors, comment ça s'est passé? Le fait de changer d'orientation t'a permis quand même d'accéder directement au niveau qu'il fallait, ou bien t'as quand même dû rétrograder? Non, en fait, justement, comme ma formation en informatique, c'était une formation en fait. Donc c'était pas une UNIF ou une haute école. Ça m'a permis d'avoir un document qui m'autorise à travailler, en gros, tu vois, qui me donne des compétences que je pouvais mettre en pratique directement. Et donc je rentre dans cette école réservée aux femmes. La formation est gratuite. Je me dis, et tu vois, c'est pour ça qu'au début, je te disais, tu fais des plans, Dieu rigole, parce que toi, tu avais ton plan, finalement, ton plan, il aboutit pas, tu te réorientes. La mort dans l'âme un petit peu, mais, comme je t'ai dit, j'étais le garçon que maman n'a pas eu, donc réparer les choses, voir comment les choses fonctionnent. On est en 2003, 2004, je dis, pourquoi pas réparer les ordinateurs et voir comment les ordinateurs fonctionnent, tu vois. Du coup, ça t'a un peu... c'est venu un peu compléter finalement ta curiosité d'enfance. Absolument. T'as un peu fait le lien directement, t'as senti ce côté-là qui revenait, ou tu as abordé ça comme un nouveau chapitre? Non, il y avait un petit peu des deux. Nouveau chapitre parce que, je laisse tomber l'univers du droit, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Mais en même temps, je me dis, c'est pas une perte parce que c'est pas comme si c'était une réorientation qui me chamboule complètement, tu vois. Je vais continuer à mettre les mains dans le cambouis et c'est peut-être ça qui va me mener là où je suis censée aller. Parce que tu as l'idée de je voudrais aller là. Mais l'univers te dit que c'est peut-être par là que tu devrais aller, tu vois. Donc, je me dis, on va pas en faire un drame. Je suis certainement maintenant sur la voie que je dois suivre. D'accord. Et effectivement, c'était le cas. Et comment ça se passe, du coup? Alors, la formation se passe super bien. On ouvre les ordi, on regarde ce qu'il y a dedans. La formation est en gestionnaire de réseau, donc c'est très poussé parce que non seulement c'est gestion de réseau sécurité, mais aussi tout ce qui est hardware. Donc je démonte des PC, je les monte, je peux tout ça. Construire des PC. Ça fait très longtemps, il y a 20 ans, donc voilà. Mais c'est fun.
Et on a des cours de langue aussi, anglais, néerlandais. J'ai tout perdu du néerlandais, mais ça, c'est pas grave. Ouais. Et ça se passe super bien. Et à la fin, je trouve... j'ai mon certificat de réussite, donc. Et je trouve mon premier boulot dans un tout autre secteur qui est le support à la clientèle. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de citer les noms des boîtes? Bien sûr. Ouais. Donc, chez Mobistar. Si tu veux promouvoir là où t'es passé, ben, ils vont te faire un coucou, s'il y en a qui tombent dessus. Promouvoir, je sais pas, mais en parler. Oui, voilà, en parler. Donc, je trouve mon premier boulot, support à la clientèle chez Mobistar de l'époque. C'est Orange aujourd'hui. Ok. Je travaille là pendant 1 an et demi. C'est pas facile parce que c'est du support à la population. Donc, n'importe qui en Belgique qui a un téléphone portable à l'époque te téléphone parce que il y a un problème avec son opérateur, un problème avec son téléphone, avec sa facture et ainsi de suite. Mais, comme j'ai en moi ce sentiment de... j'ai toujours eu l'envie de réparer, de résoudre, tu vois. Donc, j'excelle aussi parce que même si mes appels durent plus longtemps, je règle les problèmes. Et puis, les problèmes ne se représentent pas. Je travaille là-bas pendant 1 an et demi et puis je suis recrutée pour l'IT, enfin, l'informatique que j'ai étudiée, pour une société qui donne des consultants chez GlaxoSmithKline International, c'est Biologicals, pardon. C'est dans le Brabant wallon, GSK, pour ceux qui connaissent. Et je suis au service informatique là-bas, support, téléphone, support, on-site et ainsi de suite. Ça se passe aussi très bien parce que, encore une fois, parce que tu vois, il y a toujours, ça dépend de qui dirige le service. Tu as ceux qui sont orientés qualité et qui préfèrent que tu aies pris 20, 30 appels pendant la journée, mais que tes problèmes soient résolus. Et puis, tu as ceux qui sont orientés qualité, qui préfèrent que tu en prennes 100 et que tu les rediriges et au moins tu en as pris 100. Quoi, tu vois. Donc, moi, j'étais celle qui en prenait 30. On m'a fait la réflexion, ça dure trop, t'en prends pas assez. Et ma réponse était oui, mais va voir mon taux de réouverture. 0. Donc oui, je prends 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus que des collègues, mais quand je raccroche, le problème est réglé, c'est fini. Et quand on me demandait, par exemple, quand on a voulu me recruter pour la Commission européenne, on m'a demandé c'est quoi ton plus, c'est quoi ta valeur ajoutée, qu'est-ce qui fait que ça marche si bien. J'ai dit j'adore régler les problèmes. Et mon cerveau fonctionne de façon à ce que je vois déjà plusieurs solutions possibles au problème. Donc, tu me poses le problème et dans ma tête, il y a, OK, ça peut être dû à ça. Et les solutions sont celle-ci, 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 celle-ci. Du coup, j'ai déjà 5 coups d'avance à tester. Ça va être un de ces problèmes-là et ça sera réglé. C'est vraiment un truc que j'aime redresser, si tu veux, les choses. C'est un peu bancal, mais on va remettre ça droit. Les remettre comme elles sont censées être, tu vois. Et la réflexion derrière, ben c'était ça, petite. J'ouvre, j'ai trouvé pourquoi ça fonctionne pas. Je réassemble, je referme. Maintenant, ça fonctionne. Très bien. Et alors, et tu restes combien de temps dans cette entreprise? Je reste 4 ans presque dans cette entreprise. Et je suis débauchée par un chasseur de tête qui recherche une personne pour l'IT, mais plutôt côté admin. À la DG Agri, à la Commission européenne. Très prestigieux, n'est-ce pas? Et du coup, je passe mon interview. Et tu vois, c'est marrant. En tant que femme noire et en tant que noire, on nous donne souvent des limitations. On s'imagine que c'est peut-être pas pour moi, je vais peut-être pas y arriver. Qu'est-ce qui va faire que, pourquoi moi? Donc, je passe mon interview, ça se passe très bien. J'appelle mon recruteur pour lui dire, écoute, ça s'est super bien passé. Et sa réponse, c'est « Oui, mais il y a un autre candidat qui est censé faire l'interview, et lui, il est bardé de diplômes. » En comparaison de moi qui suis considérée comme ayant décroché, n'est-ce pas? Donc, et moi, c'était une de mes insécurités. Ah, quelqu'un qui est bardé de diplômes, ils vont jamais me choisir moi par rapport à lui. Tu sais que j'apprendrai des années après, quand je discute avec mon collègue que je venais renforcer dans l'équipe. Ah, j'ai dit, tu sais, mon interview, ça s'est passé comme ci, comme ça, et moi, j'avais un super doute parce que on m'a dit que le candidat suivant avait beaucoup de diplômes, donc je me disais, entre lui et moi, il dit, bah, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je savais qu'on devait t'interviewer. Quand tu es sorti, notre project manager est venu me voir et il m'a dit, on a trouvé ta nouvelle collègue. Ah ouais. Je fais quoi? Il dit, ouais, on t'avait choisi depuis le départ, en fait. Et donc, ton recruteur, oui, c'est vrai, il y avait un autre gars qui devait passer, mais le gars avait déjà plus de chance parce qu'en fait, quand tu es sorti de là, ils ont dit que c'était toi. C'était toi. Ça fait un bien fou, de se dire, oh waouh. Donc malgré que
Parce que pour moi, c'était presque une déchéance. C'est ça. J'ai pas été à l'UNIF. C'est un problème, tu vois. Ouais. Et tu te rends compte que non, en fait, c'est la personne qu'on recherchait. Voilà. La personne que tu es qu'on recherchait. Ouais. Qu'il fallait. Donc, t'as su, par ta présence, ton énergie, ta manière de parler, ta manière de réfléchir, d'exposer ta réflexion, convaincre directement. Donc, c'était ta place. C'était ma place. Ouais. Et t'es resté combien de temps, alors, dans cette aventure-là? Ça aurait fait 15 ans. On est le 13. Ouais. Depuis le 11. Wow. 15 ans. 15 ans. Et allez, en quoi consistait ton quotidien de travail, tout ça? Alors, la DG Agriculture, donc, c'est une DG qui tourne en fait autour de la politique agricole commune. Okay. C'est un pacte qui est signé par les États membres de l'Europe et ils sont censés, dans les applications que mes collègues et moi en géraient, ils sont censés, comment on dit, déclarer, voilà, leur production agricole. Okay. De tous les produits agricoles, que ce soit le lait et ses dérivés, les fruits et légumes, et ainsi de suite. Et donc, mes collègues et moi, on gérait ce qu'on appelle le portail de l'agriculture, dans lequel se trouvent toutes les applications qui permettent aux États membres de déclarer effectivement tout ça, leur production et ainsi de suite. Les prix du marché, par exemple. C'est pour ça que mes collègues et moi, on signait un NDA, parce qu'on ne pouvait pas dévoiler ce qu'on voyait. Parce que normalement, en tant qu'IT, en tant que technicien, on n'est pas censé avoir certaines informations. Mais il arrivait que certains utilisateurs de n'importe quel des États membres aient des difficultés à déclarer dans les systèmes prévus à cet effet, et des fois nous envoyaient les informations par mail. Donc on avait des fichiers Excel où on voyait quand même des choses touchy, tu vois. Et donc mon quotidien, c'était le support aussi bien des accès des utilisateurs que des applications si elles tombent en panne, de tester aussi les applications, les nouvelles qu'on veut mettre en place et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière de web designer aussi. C'est ça. Parce que je baignais dans la gestion et le support des applications web. Ok. Donc en vrai, on va dire, bon, il y a 10 ans, 11 ans que tu étais dedans. Donc toi, tu étais déjà un peu dans cet environnement justement où les gens fonctionnent à travers des applications bien avant que le public s'habitue aux applications comme aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'il y a presque 10, 15 ans. C'est même il y a 15 ans, j'ai commencé en 2011. Ouais, voilà. Oui, nous, on parlait pas vraiment application. On parlait pas application. C'était un peu plus calme. Certainement pas application web. Ouais, voilà. Et toi, tu étais déjà dans cet environnement-là. On était déjà dans cet environnement-là. Donc, les sociétés, en vrai, étaient déjà dès qu'ils devaient créer... En fait, si je comprends bien, par exemple, je sais pas moi, la Hollande prenait les informations liées à la production et tout ça de son pays dans le domaine agricole. Et alors, il collectait toutes ces informations-là. Et alors, il devait avoir une application pour pouvoir collecter ces informations, que chaque agriculteur puisse s'inscrire et envoyer et collecter. Et alors que tout ce data qui est collecté soit transmis à la Commission européenne. Et c'est donc vous qui faisiez la maintenance technique. La maintenance technique et la gestion des applications en question. Ok, d'accord. Et selon ce qu'il devait signaler, il y avait une application spécifique à la gestion de ces données-là. C'est ça. Tu as un exemple de selon ce qu'il devait signaler, par exemple? Oui. Il y avait quoi? Il y a genre... Alors, je peux pas forcément donner les noms des applications. Ouais, non, mais même si c'est même si c'est public entre guillemets, c'est un peu réservé. En termes techniques, par exemple, tu avais une application qui gérait l'agriculture biologique. Ok. Et les États membres devaient signaler les anomalies dans certains produits. Par exemple, certains produits qui contiennent un trop haut taux de THC, par exemple. Ok, d'accord. Et alors, ils signalaient en disant, voilà, sur tel marché, il y a telle importation qui se fait et on a constaté que dans telle denrée, il y a un trop haut ou trop bas ou tel est le taux de THC dedans, par exemple. Ou alors, le kilo de viande sur le marché de Rungis à Paris, je sais pas quoi, va coûter autant. Ok. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment pour synchroniser la traçabilité et les normes. Absolument. Et tout ça. Ok, d'accord. Le respect des normes, la traçabilité, surtout tout ce qui est agriculture biologique, et aussi la gestion du prix des marchés, et la gestion de tout ce qui est aussi spéculation, par exemple. D'accord. Parce qu'évidemment, comme les pays d'Europe ont
signé ce fameux pacte, ça s'appelle la PAC, politique agricole commune, mais en anglais on disait CAP, Common Agricultural Policy, et avant de vendre éventuellement le trop-plein à l'étranger, eh bien, les États membres pouvaient spéculer entre eux en disant, voilà, tel va racheter pour tel pays avant que ce soit exporté, et ainsi de suite. Tu vois. Et donc, il y avait un certain nombre d'applications que mon équipe et moi gérions qui permettaient aux États membres de faire ces opérations-là. Ouais. Ah ouais. C'est super bien organisé. Donc, ça veut dire qu'en vrai, l'Europe, entre pays européens, ils ont vraiment pensé à d'abord équilibrer, que tout le monde ait de quoi fonctionner, de quoi vivre, machin, avant que ça parte à l'étranger. C'est ça un peu. Donc c'est un petit peu, oui. Mais en tout cas, ça favorise les échanges intra-européens. Ouais, ça synchronise. Et ça synchronise. Et aussi, alors, on sait que la spéculation étrangère est un petit peu bloquée, tu vois, parce qu'on sait que voilà, à telle période, telle semaine de l'année, les fruits et légumes, tel type de fruits et légumes vont coûter autant et ni plus ni moins que ça en fait. Et donc voilà. C'est très bien. Et bon, j'ai une question. Ouais. C'est maintenant au niveau de ton ressenti. Quand tu as intégré ce service, comment tu te sentais? Alors au départ, quand j'ai su qu'on recrutait pour la DG Agriculture, je me suis dit qu'est-ce que je vais aller faire là, moi, l'agriculture. Je voyais pas trop, pas l'intérêt, mais ma contribution et tout. Et au départ, je suis tombée en plus sur un chef qui était génial parce qu'on gaspillait beaucoup de papier. Et lui, il est venu avec des idées de paperless. On va faire moins de papier et on va justement passer au numérique. On va trouver des moyens de pouvoir échanger les documents électroniquement sans devoir imprimer, envoyer par la poste, faxer et imprimer, parce qu'il y a des moments où on imprimait tellement. Mon collègue disait que on allait aller dans l'enfer des personnes qui gaspillent le papier. Et du coup, participer à tous ces petits projets d'amélioration, parce que c'est une amélioration du quotidien aussi. Ça évite de prendre des piles et des piles de dossiers, de devoir les déplacer pour aller prendre des signatures, ensuite de devoir les amener à un tel pour pouvoir valider. Non, on a créé des systèmes qui permettent de... mes collègues et moi, on était à la base des tests de ces systèmes qui permettaient, dans notre portail, que les demandes se fassent aussi à l'intérieur. Parce que le portail en question ne récoltait que les résultats. Les États membres veulent déclarer quelque chose, ils vont dessus. Mais comment est-ce qu'on peut aussi leur permettre de faire leur demande d'accès électroniquement sans devoir recevoir des papiers et avoir des armoires entières d'archives. Et donc, on a été à la naissance de ce projet-là qu'on a complètement passé au numérique la possibilité de demander les accès. Et donc, c'était des super années à ce moment-là parce que on voyait l'amélioration des choses, tu vois. Et comme mes collègues et moi étions en première ligne en contact avec les États membres, on pouvait aussi prendre la température. Est-ce que c'est facile ou plus difficile? Comment on peut améliorer, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment être dans le cœur du truc. Ça, c'était vraiment pas mal. Ok. Et comment est-ce que ça a évolué on va dire 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, et jusqu'au moment où maintenant tu es peut-être dans la transition, comme tu m'as un peu expliqué? Oui, alors... Si tu devais vraiment en bref, parler de cette atmosphère et comment est-ce que ça a évolué, ça serait bien. Alors au début, c'est une super atmosphère. Et puis, arriva le Covid. Du coup, les personnes qu'on était habitués à côtoyer tous les jours, on les voyait plus. C'est pas que je suis pas sociable, mais je suis assez casanière. J'aime bien être chez moi, donc pour moi, le télétravail, c'était la vie, quoi. J'ai très bien vécu le confinement, tu vois. Ça s'est très bien passé aussi avec mon mari et mes enfants. On avait mis en place des règles, et ainsi de suite. Et donc, on s'est pas entretués. Et en termes de contact avec les collègues, évidemment, ça s'est un petit peu refroidi, oserais-je dire, parce qu'il y avait des personnes avec qui je prenais un café tous les jours. Moi du thé, avec qui on mangeait tous les jours, on avait des activités, ainsi de suite. Tout d'un coup, on se voyait beaucoup moins. Ça m'a manqué. J'ai vraiment un groupe de collègues qui m'ont manqué. Et puis, mon chef a pris sa retraite. Et j'avais une excellente relation avec lui parce que il avait d'abord été technicien et il avait grimpé tous les échelons. Du coup, il n'exigeait pas de nous un travail qu'on pouvait pas accomplir, en fait. C'est ça. Parce qu'il savait ce que ça voulait dire. Il comprenait. Et lui, il était devenu, il avait même atteint un grade de directeur, mais il était resté chef d'unité. Et il savait, l'essentiel pour lui, c'était que notre travail soit fait. Et qu'après, tu pars plus tôt, ton travail est fait, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un côté très humain. Et puis, ça a un petit peu basculé. C'est devenu je dirais pas moins humain, mais l'humain était peut-être un peu moins au centre de la chose. Donc, c'était plus moi, Yasmine, qui comptait en tant qu'humain, c'était plus ma position qui avait de l'importance et j'étais devenue
un peu remplaçable, entre guillemets. Voilà. On l'est toujours, mais ouais. quand tu as ton backup, c'est quelqu'un qui dit non, moi c'est avec toi que je veux travailler. Ça valorise Ma personne. aussi. Ça valorise aussi les petites exceptions auxquelles j'ai eu droit parce que tu vois mes histoires de diplôme et ainsi de suite. Il y avait des moments où ça pouvait poser problème. Et bien cette personne intervenant en disant écoutez, on va utiliser alors cette possibilité qui permet de basculer, mais nous c'est cette personne-là qu'on veut garder. Et après son départ, cette valorisation a un petit peu disparu. Et du coup, le management a changé. Le management a changé et tout d'un coup, sans être trop dur, c'est pas qu'on valorisait la médiocrité, mais j'avais l'impression que la médiocrité n'était plus si problématique, tu vois, et que dans tous les cas, mes collègues et moi étions les petites mains, comme on dit, et on était là pour régler les problèmes, mais les problèmes qui ne se seraient pas produits si on nous avait écoutés, si on avait fait confiance à notre expertise. Parce que je me souviens, mon ancien chef était très conscient de la valeur ajoutée de sa team, et parce qu'on était quand même dans l'unité de cette DG qui gérait l'informatique, en fait, qui faisait que ça tourne. On venait chez nous pour dire, OK, on va créer telle et telle application. C'est nous qui devions, nous, en tout cas, notre unité qui devait la créer, la faire fonctionner selon les demandes du client et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il y avait un projet réussi et que la direction très haut remerciait mon chef, lui répondait, oui, on me remercie moi et toute mon équipe. Parce que c'est grâce à toute mon équipe que ça fonctionne. Et il nous écrivait, il nous transférait les mails de remerciement disant c'est grâce à vous tous que ceci est possible. Donc merci pour C'était un management d'encouragement. C'était un management d'encouragement, c'était un management aussi juste. Parce que quand tu déconnais, entre guillemets, on te faisait la remarque. Et c'était pas des remarques de groupe. On faisait la remarque à la personne qui pose problème. Tu es toujours en retard, ça déséquilibre l'équipe. On va t'appeler toi et te dire arrête d'être en retard. Tu vas pas recevoir un mail général où on dit à tout le monde respectez vos horaires. C'est ce que j'avais eu dans un boulot précédent. C'est là où j'ai connu mon mari à ce boulot-là et tout. Quand on s'est mis ensemble au début, on commençait à venir ensemble au boulot. On était toujours à l'heure, nous. Et il y en avait 2-3 qui étaient jamais à l'heure. Dites-leur de faire un effort. Pourquoi est-ce que moi je reçois un mail qui dit respectez vos horaires? J'avais protesté, j'avais été chez le manager et dit moi j'ai pas envie de recevoir ce mail. Ah oui, mais je dis parce que tu sais qui est toujours en retard. Pourquoi est-ce que tu fais pas la réflexion à ces personnes-là? Parce que ça veut dire que nous, l'effort qu'on fait d'être à l'heure est passé inaperçu, semble-t-il, n'est pas valorisé. Et on doit recevoir des remarques pour tout le monde. Tu vois? Et mon ancien chef à la commission, c'était ça va pas, je te convoque dans mon bureau et on en discute. Parce qu'on va aussi chercher des solutions. Je vais pas juste te blâmer. Il y a peut-être autre chose derrière qui fait que tu as ce comportement, que tu as ces retards. Voilà, on va en discuter. Mais quand ça va, good job. Et c'est ce que je dis souvent dans les discussions que j'ai, ça vaut tout l'or du monde. Merci pour ce que tu as fait. Ou alors, tu as bien travaillé. Le management positif, quoi. D'encouragement. Cette reconnaissance que tu as bien fait les choses et que la personne qui en bénéficie te dit c'est bien fait. Et c'est vers quelle année qu'il y a eu ce remplacement, que le nouveau management a pris place? 2021. Parce que mon ancien... J'ai l'impression qu'il y a une vague... En fait, j'ai l'impression que, on va dire de manière générale, dans les sociétés, entreprises, on a basculé vers un management d'encouragement où le personnel était au centre. Vers un management de performance et un peu d'oppression. Tu vois? J'ai l'impression que c'est généralisé. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle boulot et tout ça, il y a toujours un peu ces deux phases. Au début, c'était bien. Et puis après, à un moment, on a changé. Et souvent, ce que j'observe, c'est que le nouveau patron ne sait pas forcément... Il vient d'un autre domaine. Donc, du coup, on se comprend moins, mais il nous met plus la pression. C'est comme si vous devez vous soumettre et tourner, on s'en fout de comment. C'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est généralisé. Et si ça t'est arrivé, comment est-ce que tu l'as vécu, surtout? C'est un réveil en sursaut, quoi. Parce que ça change tout. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague de départ à la retraite. Et donc, mon ancien chef est parti parce qu'il prenait sa retraite. Et il y a une vague de départ à la retraite de personnes clés qui maintenaient cette ambiance-là, en fait. Et quand les derniers sont partis et ont été remplacés,
c'est pas que l'humain n'était plus au centre, c'est que et pas spécifiquement la performance, mais disons, comment on peut appeler ça? Attends, j'en perds mes mots. Parce que je réfléchis en anglais, en fait. Et, accountability. Comment on dit ça? C'est les chiffres qui parlent, quoi. C'est même pas les chiffres qui parlent, c'est plutôt la responsabilité. C'est le mot que je cherche. Ok. Avant, dans ma team, tu étais tenu responsable des choses que tu faisais bien et des choses que tu faisais mal. Et avec tous ces remplacements et ces changements, comme tu as dit, on a eu par exemple un nouveau manager qui venait d'ailleurs. C'est là que les Romains s'empoignèrent, en fait, en tout cas pour moi. Et qui ne semblait pas comprendre de quoi il s'agit, en fait. Et tu penses que ça a affecté ton travail, ton quotidien? Je sais que ça a affecté mon quotidien parce que le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est que je pouvais plus faire mon travail correctement et que c'était pas grave. Ok, voilà. Tu vois, c'est pas grave. Et je suis assez perfectionniste. J'aime juste bien faire les choses, tu vois. Et j'ai eu, je pense, du mal à prendre du recul, comparé par exemple à d'autres de mes collègues qui avaient plus ce recul en disant « Ah, on me met des bâtons dans les roues, je peux pas bien faire mon travail, tant pis, il sera pas bien fait. » Moi, ça me tenait éveillée. Je peux pas bien faire mon travail, je peux pas dire tant pis, ça sera pas bien fait. Parce qu'en plus, étant donné que mon équipe et moi, on était le point de contact des autres pays, ça allait quand même se retourner sur moi, malgré que c'est pas ma faute si ça se passe mal. Et du coup, ça m'a beaucoup miné. D'accord. Et donc, de fin 2022 à fin 2024, ça a été 2 ans un peu infernal. Parce que j'étais dans cette situation où je pouvais pas bien faire et du coup, on connaissait la cause. J'étais très frustrée. La situation, mais en même temps, tu devais continuer, donc tu perdais un peu le sens oui, ça avait vraiment plus de sens. La valeur que tu apportes dans le travail. Absolument. Parce que on savait qui était la cause du problème. Mais c'était comme ça. Et non seulement c'était comme ça, mais en plus, on se tournait vers nous qui avions l'expérience pour régler le problème. Et une fois que le problème était réglé, eh bien, on félicitait l'avancée du projet. Et là, il y a nous dans l'histoire, tu vois. Une fois, 2 fois, 1 an, 2 ans. C'était chaud. Ça a été un peu trop. Bon, on va dire que tu as eu finalement de l'expérience à travailler via un management d'encouragement et via le management de pression. Ok. Alors, quelle est pour toi finalement la conclusion de ces expériences? Qu'est-ce que tu t'es dit pour on va dire pour la suite, tu vois, pour la suite de ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu envisages la suite de ton expérience dans ce domaine-là? Et peut-être, avant de parler de la suite de la projection, peut-être parler de ce que tu es aujourd'hui, vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que tu es web designer. Donc, explique-nous un peu en quoi consiste le travail de web designer et comment est-ce que tu fonctionnes de ce travail-là, quoi. Alors, je suis web designer, c'est-à-dire créatrice de sites internet. Ok. Et c'est vraiment une passion pour moi qui a débuté je pense que c'était en 2009. Ma mère est styliste et je me suis dit un beau matin, forte aussi de mon expérience en IT, tiens, si je lui designais un site web, ce serait sympa de mettre ses créations en ligne, comme ça, ça lui donne plus de visibilité. Donc j'ai commencé avec les vieux outils de création de sites très basiques et tout ça. Puis j'ai découvert de nouveaux outils qui permettaient de mieux gérer la chose et ainsi de suite. Et puis j'ai fait ça pour m'amuser. Et puis on m'a demandé, tiens, moi j'ai tel projet, est-ce que tu pourrais faire mon site? J'ai continué à faire ça pour m'amuser. Et puis à un moment j'ai dit, j'avais certains clients entre guillemets qui me disaient, oui mais tu peux pas le faire gratuitement. J'ai dit, ah ok, bah alors je te facture ça des montants dérisoires, tu vois, parce que pour moi, c'était juste fun. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas juste fun, en fait, hein, ça pourrait, je pourrais gagner quelque chose pour en vivre, en fait, parce que j'aime faire ça, et faire ce que tu aimes, et voilà, et en vivre, c'est génial. Et du coup, je suis vraiment complètement autodidacte pour tout ce qui est web design. Je me suis formée un peu moi-même. Mon travail à la commission a beaucoup aidé, puisque je travaillais donc à la gestion des applications web et au support. Donc,
je baignais dans tout ce qui est web et internet et tout ça. Et puis, j'ai voulu officialiser la chose. J'ai suivi des formations. Pour revenir à cette histoire de diplôme, étant donné que je n'étais pas considérée comme universitaire en Belgique, je n'étais pas considérée comme apte à gérer mon entreprise. Voilà. Parce qu'en Belgique, à partir du moment où tu as, je pense, au moins un premier diplôme, un bac+3, un truc du style, tu es considéré comme apte à la gestion. Même si tu n'as pas fait des cours de gestion en tant que tel. C'est juste le diplôme universitaire qui donne ce truc-là. Donc, j'ai suivi des formations en compta et ainsi de suite pour pouvoir avoir un certificat qui me dit apte et lancer mon entreprise en tant qu'indépendant complémentaire. J'ai lancé officiellement le 10 novembre 2016. Et c'est là que j'ai commencé réellement à facturer correctement, à avoir de plus en plus de clients, des clients prestigieux des fois, des clients très sérieux, et à m'améliorer de plus en plus. Et il y a un truc, c'est que c'est pas que je ne crois pas en la concurrence, mais je suis en concurrence avec moi-même, en fait. Je me dis, aujourd'hui, je dois faire mieux que ce que je faisais il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je dois m'améliorer par rapport à moi-même. Je suis ma concurrente. Mais Yasmine, il y a 10 ans, doit regarder aujourd'hui et dire, waouh, t'as vachement évolué depuis 10 ans. Il y a des choses que tu fais beaucoup mieux, il y a des choses que tu as comprises, il y a des choses que tu gères mieux et ainsi de suite. Et donc, plus j'avance, plus je me dis que je dois faire mieux, en fait. Très bien. Ouais. Ok. Et, quand par exemple un client te contacte pour faire un site internet, ça te prend combien de temps et comment est-ce que tu procèdes pour réaliser sa demande? Alors, généralement. Alors, ma réponse souvent quand on me demande ça prend combien de temps, ça dépend de la réactivité de mon client. Ok. Parce que il y a des personnes très réactives. Parce que moi, je vois ça comme une collaboration, en fait. Je crée pas ton site dans le vent et puis je te donne le résultat en disant tiens, c'est ça, et puis il n'y a pas de discussion. Je dois, au milieu du process, t'expliquer pourquoi j'ai pris telle décision et pas d'autre, pourquoi ça se présente de telle manière et pas de telle autre manière, parce que l'expérience fait que je sais, ça va se présenter comme ça sur téléphone, sur tablette, sur PC, sur machin, c'est pour ça que j'ai aligné les choses de telle manière, tu vois. Et avant de terminer ou avant de passer à l'étape suivante, je fais une présentation. Je dis voilà, j'ai besoin du feedback. N'hésite pas à commenter, à critiquer, à poser des questions. Pourquoi j'ai fait ça et j'explique. J'ai des personnes très réactives. En 2-3 jours, elles auront vu ma vidéo de présentation, elles vont répondre. Elles peuvent même répondre en direct. Ah, ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé, ça j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut discuter et avancer? Puis j'ai des personnes qui vont répondre en 1 ou 2 mois. Du coup, mais le truc c'est que il y a des étapes au projet. On a atteint l'étape 1, j'ai besoin du rapport. On va pas passer à l'étape 2 tant que j'ai pas le rapport. Parce que j'ai besoin d'être aussi rassurée que je vais dans la bonne direction. Et parce que pour moi, faire et défaire, c'est pas travailler, tu vois. Autant aller directement dans le bon sens et on arrive au bout du projet. Et donc, mais je table entre 30 et 90 jours. Comme ça, quand ça va vite, ça va vite. Parce que j'ai déjà créé un site en 1 semaine. C'était le site de mon mari. Il avait des photos, il avait tout. On a commencé lundi, dimanche, son site était en ligne. Parce que quand je lui demandais, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK, est-ce que tu penses ça et ça et ça, là, c'est facile, tu me diras c'est mon mari, mais la réaction était directe. Et puis tu as hâte qu'ils prennent des fois 1 an. Et il se passe rien pendant 1 an. Et puis ils reviennent, ça y est, maintenant je suis prêt. C'est pour ça que en parlant d'évolution, j'ai changé aussi ma méthode. Par exemple, j'ai créé un questionnaire web. Donc la conversation qu'on a au départ, le discovery call n'est pas suffisant. Je demande de remplir le questionnaire pour que mon client puisse réfléchir lui-même aussi à ce dont il a réellement besoin. Et du coup, ça me permet d'aller encore plus dans la bonne direction. Et j'établis aussi un calendrier en disant ça devrait se passer de telle manière, mais à condition que tu réagis à tel moment. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment 100% une collaboration parce que mon client doit sortir de là en étant fier de montrer ce qui a été fait. En disant, non, ne soyons pas gênés. C'est quoi ton site? Tu vois. Il faut que ce soit une fierté et je fais du projet de mon client mon projet. Du coup, pour moi, puisque je veux que mon projet réussisse. Clairement. Son projet doit réussir aussi. Clairement, c'est une vision excellente et importante. En tout cas, l'angle, je pense que primordial. Il faut penser comme ça pour lorsqu'on sert quelqu'un, il faut servir la nourriture que on mangerait, bien sûr, oui. On est content de manger et c'est la vraie charité. C'est ça, c'est de donner ce qu'on voudrait garder
Et c'est comme ça qu'on est excellent. Mais j'avais une question. Aujourd'hui, selon toi, quel est le pouvoir d'un site internet dans le business de quelqu'un? Alors, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte de l'importance du site internet. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux prennent tellement de place qu'on se dit, j'ai mes réseaux, j'ai WhatsApp, c'est suffisant. Mais on oublie que quand on a une page ou un compte sur les réseaux sociaux, ça nous appartient jusqu'à un certain point. Notre visibilité dépend de l'humeur de l'algorithme. On a constaté beaucoup de shifts, par exemple, sur des plateformes comme Instagram, où, tiens, tout d'un coup, les personnes qui voyaient mon contenu le voient beaucoup moins parce qu'on shift vers tel mindset. Donc, c'est plus la vidéo, et puis c'est plus les carousels, et puis c'est plus ceci. On dépend d'un algorithme. Et surtout, il n'y a pas vraiment de différence entre ta page, la mienne et celle du voisin. Voilà. Tout est agencé de la même manière, tout se trouve au même endroit. C'est notre contenu, et encore qui va nous différencier. Un site internet te permet, en tant qu'entrepreneur, d'avoir une vitrine, ta vitrine, qui est accessible 24 heures sur 24 du monde entier, mais c'est ta vitrine en fait. Du coup, ça te permet de rassembler tout ce qui concerne ton business au même endroit. Personne ne peut te dire, à moins que tu enfreignes la loi évidemment, personne ne peut te dire ce que tu peux ou ne pas mettre sur ton site internet. Personne ne peut bloquer ton site internet en te disant ce que tu as publié ne correspond pas à nos règles. Voilà. Du coup, on te bloque ou on te suspend parce que voilà. Ça permet d'avoir une visibilité incroyable qu'on néglige beaucoup parce que ton site internet, c'est ta plateforme à toi. C'est la vitrine où tu t'expliques, où tu te montres, où tu montres ton portfolio, où tu peux afficher tes prix, où tu peux aussi enseigner, entre guillemets. C'est un moyen de communication excellent. Et professionnalisant aussi. Et professionnalisant. Ça te donne une aura de professionnalisme et de sérieux. Parce que quand quelqu'un te demande juste tes tarifs, s'il faut que tu envoies un visuel, ou alors que tu demandes à la personne d'aller la voir dans tes highlights Instagram, ou tu dois envoyer un chat sur Messenger ou WhatsApp, ça n'a pas le même poids que quand tu envoies le lien de ta page de service, où tes tarifs se trouvent. Ah, la personne a un site. Le réflexe des gens. J'entends parler de People Entertainment. Où est-ce que je vais aller chercher People Entertainment? J'entends parler de n'importe quelle marque. Je vais sur Google voir un peu c'est qui. Voilà. Avoir un site internet, ça te permet d'avoir cette visibilité en plus. Mais en tout cas, c'est surtout l'aura de sérieux. C'est une signature personnelle. Absolument. De ton business. De ton business. Et surtout, c'est la plateforme sur laquelle tu peux réellement, visuellement, exprimer l'identité de ta marque. Parce que comme je disais, sur les réseaux sociaux, toutes nos pages se ressemblent. Sur Facebook, c'est bleu. Même si ta couleur à toi, c'est le vert, ça changera rien. Voilà, ça reste bleu. Ça reste bleu. Mais si ta couleur à toi, c'est le vert, toute ta personnalité va ressortir sur ton site internet. Clairement. C'est un outil à ne absolument pas négliger, même si c'est une seule page. C'est pas obligé d'être un énorme site, c'est pas obligé d'être sur le site de Coca-Cola. Mais une page de référence qui est la tienne, sur laquelle tu mets le contenu qui est pertinent pour toi, qui est pertinent pour ton client potentiel, comprenne qui tu es, ce que tu fais, si tu lui conviens ou pas, si tes tarifs sont dans son budget et ainsi de suite. Tout ça. Avant de lui parler, il sait déjà comment les choses se présentent et à lui de... Ok, très bien. Et il y a beaucoup de clients qui, selon toi, qui n'ont... à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui tiennent un business et qui n'ont pas de site internet encore aujourd'hui? Tu serais étonné du nombre. Oui. Je fais partie de certains cercles où on est peut-être une centaine. Oh, il y en a peut-être 10, 20 qui ont un site. La majorité n'en voit pas l'intérêt. La majorité ne pense qu'au coût et pas à l'investissement que c'est. Et mais ceux ou celles qui en voient l'intérêt, surtout parmi les femmes entrepreneurs avec qui je travaille, me disent souvent, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a une de mes clientes avec qui on est devenu vraiment proches. On travaille encore ensemble jusqu'aujourd'hui. On a commencé, je pense, en 2018. Et elle me dit, mon Dieu, je regrette vraiment pas d'avoir investi dans un site pro. Parce qu'à chaque fois qu'elle me dit, j'ai tel projet, j'aimerais créer tel truc et tout, je dis, ok, on va mettre ça sur le site, on va mettre les liens, machin et tout. Et ça fonctionne tout seul. T'as pas besoin de prospecter, t'as pas besoin de chipoter. Tu envoies le lien, celui qui est intéressé s'inscrit, achète, souscrit.
Celui qui n'est pas intéressé ne clique pas dessus et c'est bon. Mais clairement, surtout dans notre communauté, on sous-estime le pouvoir du site web. Ouais. Tu penses que le fait d'avoir un site internet pour un business peut facilement doubler, tripler ou multiplier à l'exponentielle son chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça peut multiplier à l'exponentielle, clairement. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est une vitrine qui travaille pour toi. Ouais. Toutes les informations s'y trouvent. Ça limite aussi ce qu'on appelle la friction. Quand tout est là et que tu y as accès en peu de clics, c'est plus je t'écris, je réponds. J'écris, je réponds, on discute et ainsi de suite. On en parlait récemment avec une de mes clientes qui demandait tiens, j'aimerais faire un sondage, ainsi de suite, mais je sais pas trop comment. Et on peut faire un formulaire sur ton site. Tu envoies le lien, les gens remplissent, tu as tes réponses. Et tu as tes réponses, trop bien. Oui, tu peux faire un poll sur Insta, mais le truc avec ton site, surtout quand tu le couples avec tout ce qui est mailing, c'est que tu vises directement les personnes qui pourraient être intéressées. Ouais. Parce que les personnes se sont inscrites depuis ton site pour avoir l'information. Ouais. Alors que sur les réseaux maintenant, je les dénigre pas les réseaux sociaux, je minimise pas leur importance. Hein. Ça a vraiment une valeur, une super valeur ajoutée de nos jours. Mais c'est orienté de façon à ce que ça devienne quasi ton travail, alors que c'est pas ça ton travail. Ouais. C'est ce que je reproche aussi aux réseaux, c'est que tu dois quasi être... Tu dois travailler pour les réseaux. Tu dois travailler pour les réseaux, tu dois quasiment devenir digital marketer pour pouvoir te marketer sur les réseaux, alors que c'est un boulot à temps plein, tu vois. Et moi, par exemple, j'avais un peu de mal, et j'ai encore un peu de mal avec les réseaux sociaux, parce que ma zone de génie, c'est le design. C'est ça. C'est pas le community management, c'est pas les réseaux, tu vois. Et l'avantage d'avoir ton site, c'est que c'est pas une plateforme qui dort. Ouais, voilà. Au contraire. Évidemment, et c'est ce que je dis souvent aux gens, attention, le vrai travail commence quand le site goes live. Avant, évidemment, on bosse pour y arriver, mais c'est après que ça commence. Mais déjà, c'est un excellent départ parce que ça te permet de digitaliser ton activité, en fait. Ouais. Tout s'y trouve. Vous voulez savoir quels événements j'ai organisés parce que je suis event manager ou whatever, wedding planner? Voici le lien de mon portfolio qui se trouve sur mon site. Voici la liste de tous les événements que j'ai organisés en 2025 et en 24, pourquoi pas. Tu veux connaître mes prix? Voici le lien de la page de prix. J'écris un blog et je donne par exemple des trucs pour les futurs ou les wedding planners existants et tout. J'ai un blog. Va sur le blog et tu vas avoir les infos dont tu as besoin et tout. Tout ça sur ton site. Ta même plateforme. Une seule plateforme, ton site, tu vois. Très bien. Et on sous-estime effectivement le pouvoir de ça. Bah c'est bien en fait que tu viennes en tout cas parler de ça parce que moi directement je me suis rendu compte que c'est vrai que on croit tous être à proximité des sites internet, mais en vérité on comprend pas vraiment l'outil que c'est, surtout quand on mène un business. Et c'est bien que tu en parles un peu plus en profondeur parce que ça permet de clarifier en tout cas certaines zones d'ombre et tout. Mais bon, revenons un peu plus à toi. Et alors, on rentre un peu dans le dernier volet de notre entretien, c'est-à-dire les projections futures, le futur. Ok, on a vu un peu le passé, on a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que tu envisages pour les 5 prochaines années, dans 10 ans? Comment est-ce que tu te vois? Alors déjà, dans un futur proche, j'envisage d'exercer mon activité, parce que mon activité de web design, de brand designer était une activité sur le côté. Okay. La vie a fait que j'ai pris des décisions, surtout la décision de mettre mon activité en avant comme étant ma première activité et de l'exercer à temps plein. Et dans le futur proche, j'envisage d'ouvrir mon studio de design. Avec déjà mes bureaux, tu vois, et aussi avec la possibilité d'avoir un espace studio, parce que j'ai aussi pas mal de clients qui me contactent pour le web design de type e-commerce, et qui n'ont pas forcément de photos de leurs produits. Pour l'instant, je fais ça avec mon mari qui est photographe à la maison, et je vais avoir mon studio et la possibilité de shooter directement sur place, en fait. Tu vois. Donc, j'envisage d'avoir mon espace où je peux réellement accueillir les gens
et qu'ils puissent rentrer dans mon univers et comprendre ce que je fais plus facilement, parce que je serai dans mon environnement, décoré par mes soins et ainsi de suite, et donc d'accueillir les gens dans mon univers pour qu'ils puissent effectivement comprendre plus facilement ce que je fais et adhérer aussi plus facilement. Et comme je suis aussi beaucoup dans le service, je t'ai dit, j'aime résoudre les problèmes et j'aimerais avoir un endroit où, bien, s'il y a quelqu'un qui a besoin de shooter, qui a besoin de contenu, qui a besoin d'un espace à investir pour lui-même, en fait, hein, pour se mettre en avant, eh bien, il sera bienvenu chez Web Design Studio. Ça, c'est pour le futur, pour le futur proche. Ouais. Et alors, dans un futur lointain, dans 10 ans, comment est-ce que tu vois Yasmine? Dans 10 ans, vraiment une vision large. Large. Je vois Yasmine. Où est-ce que tu te vois? Je me vois en Afrique, déjà. Je me vois au Congo. Je me vois retourner au Congo. D'accord. J'espère que ce sera possible d'ici 10 ans. Parce que moi, je suis une fille de la chaleur, du soleil, de la lumière. L'hiver, c'est quelque chose qui c'est pas moi, en fait. C'est pas les 4 saisons, c'est pas moi. Si j'ai vécu en Europe et en Afrique, et voilà, je suis une fille de ces climats-là, en fait. Et ce qui est génial, c'est que par rapport à mon activité, il n'y a pas forcément de lieu fixe. Je peux un petit peu l'exercer où je veux. Et j'aimerais que mes enfants puissent aussi grandir sur le continent pour qu'ils aient une autre vision, pour qu'ils soient plus proches aussi de leurs racines, tu vois. Parce que on dépeint souvent le continent comme ce truc noir, compliqué, pauvre, sale et ainsi de suite. Alors que c'est pas vrai. Il y a tellement d'autres facettes de ça. Et j'aimerais aussi apporter cette énergie dans ma vie, dans la vie de mes enfants, pour qu'ils aient les perspectives, tu vois, et qu'ils puissent comparer réellement et au final faire leur choix. Mais vraiment, 10 ans, je me vois retourner au Congo et vivre au soleil. Ah, très bien, très bien. Et comment est-ce que tu vois ton entreprise dans 10 ans? Est-ce que j'ai une vision aussi longue de mon entreprise dans 10 ans? Disons que, comme disait mon père, even the sky is not the limit. Et je me vois en fait continuer dans cette voie, toujours exceller dans cette voie-là, dans ces services-là, et apporter ces services-là à tous ceux qui pensent éventuellement qu'ils n'en ont pas besoin, pour qu'ils comprennent l'importance et qu'ils voient ce que ça peut leur ouvrir comme porte en fait. Parce que c'est pas juste la création de sites web, tu vois, c'est la professionnalisation de ton activité. C'est donner de la crédibilité à ton activité. Et souvent, ça manque. Et c'est comme ça que je vois aussi mon rôle. C'est pour ça que je vois que c'est une collaboration, parce que il y a des résultats concrets qui en sortent. J'ai pas mal de clients qui m'ont dit, surtout de clientes qui m'ont dit, je suis dans la gratitude depuis qu'on a fini de travailler ensemble sur mon site, parce que je me rends compte que je suis pris ou prise au sérieux. Rien que parce que j'ai cette vitrine-là qui explique qui je suis et ce que je fais. Clairement. Et alors, on va dire la dernière question que j'ai, c'est à travers ton vécu, à travers tes expériences, à travers ton entreprise, si tu avais un micro et que tu pouvais t'adresser au monde entier pendant un instant, quel serait pour toi le message à partager? Quelle serait la philosophie de ta vie, en fait, que tu veux bien nous partager? De sortir de la boîte. Je m'explique. De sortir de la boîte dans laquelle on veut te mettre quand tu es un homme blanc, une femme noire, un homme asiatique, une femme à la peau brune, ainsi de suite. De ne pas se conformer, en fait. Et que rien n'est écrit d'avance et qu'on écrit nous-mêmes notre histoire. Et j'utilise ce mot de boîte parce que on a tendance pour se rassurer, à vouloir enfermer les gens dans des espèces de clichés. Comme tu es de telle origine, de tel genre, de telle orientation, telle religion, ainsi de suite. Donc, voici tout ce qui découle de toi. Et moi, je dis, ma philosophie, c'est que je suis trop grande pour rentrer dans la boîte. Tu vois? Ma place est dans le monde et pas dans la boîte. On a tous quelque chose à apporter par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu. Toutes nos voix ont de la valeur, en fait. Et donc, oui, voilà, sortir de la boîte, casser la boîte.
et juste exister. Ok. Ouais. Okay. Donc si je comprends bien, Yasmina, c'est une artiste qui excelle dans la création, dans le design, qui est surtout là pour apporter une solution, une réparation, qui a toujours été attirée par les machines, en tout cas, tout ce qui demande à être bidouillé pour que ça fonctionne, et qui aspire à un retour vers la chaleur, et surtout à partager avec le monde et ne pas vivre dans une boîte. Exactement. C'était Aïdès Christian dans People Interview. Merci à toi.